Quelques jours avant mon anniversaire, je savais que ma sœur allait encore inventer quelque chose pour que mes parents annulent l'événement car c'était devenu un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Alors, quand ils l'ont une fois de plus choisi, je suis parti pour de bon. Je franchis la porte d'entrée après une garde de 8 heures dans un magasin de bricolage, tenant un gâteau au chocolat acheté à la boulangerie du supermarché pour 10 €, avec joyeux anniversaire écrit au glaçage bleu qui coulait déjà à cause de la chaleur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Mes parents, Béatrice et Gérard, étaient assis dans le salon avec ma sœur Léa, comme pour une sorte de mise en scène d'intervention. À l'instant où je suis entré, ma mère a levé les yeux. Avec cette expression, pas tout à fait de la pitié, mais plutôt une déception habituelle, et a annoncé la nouvelle. Bastien, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de fête d'anniversaire cette année car Léa se sent délaissée ces derniers temps et a besoin de toute l'attention de la famille, tu comprends? Ce n'était pas une question, mais une affirmation, comme si mes sentiments étaient un bruit de fond insignifiant. Léa était assise sur le vieux canapé en cuir, l'air convenablement affligé, de fausses larmes perlant déjà dans ses yeux. C'est là que quelque chose a cliqué dans mon cerveau, ce n'était pas juste une énième fois où j'étais invisible, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase après une vie entière à être effacée. J'ai posé le gâteau sur la table. Basse sans dire un mot, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à emballer tout ce que je possédais. Le poids étouffant de ce moment prenait tout son sens quand je pensais aux 20 années précédentes de ma vie. Laissez-moi revenir en arrière pour expliquer la dynamique familiale qui a créé ce désastre. Léa a 2 ans de moins que moi. Quand elle avait 8 ans, elle a gagné un petit concours de mini-miss local, une de ces compétitions régionales sans importance où les parents désespérés se convainquent que cela compte. Je me souviens clairement de ce jour parce que c'était la dernière fois que mes parents m'ont regardé avec une véritable fierté. Juste avant de remettre à Léa ce trophée en plastique bon marché, tout a changé. À partir de ce moment, chaque événement familial, chaque euro économisé, chaque once d'attention parentale a été redirigé vers les concours de Léa, ses cours de danse, ses leçons de chant et ses coachs de théâtre. La maison s'est transformée en un sanctuaire dédié à ses talents médiocres. Mes bulletins scolaires avec des mentions très bien ne recevaient que de brefs hochements de tête, tandis que les certificats de participation de Léa étaient encadrés sur chaque mur disponible. Quand j'ai été accepté au concours national des jeunes scientifiques avec un projet sur lequel j'avais passé des mois, ma réussite a disparu sous l'excitation du prochain spectacle de Léa. J'ai appris à célébrer mes victoires seul dans ma chambre, pendant que le salon devenait la scène personnelle de ma sœur. Mon père a commencé à faire des heures supplémentaires à l'usine pour payer les robes de compétition coûteuses et les frais de déplacement. Il rentrait épuisé, dînait en silence, puis subissait des heures de répétition de Léa. Je l'ai regardé vieillir de 10 ans en seulement 3 ans, les épaules courbées en permanence par le poids de la pression financière et de l'épuisement émotionnel. La seule personne qui voyait clair dans cette folie était mon grand-père, Lucien, le père de mon père, qui vivait de l'autre côté de la ville. La famille parlait rarement de Lucien parce qu'il avait un vieux conflit avec ma mère car il refusait de soutenir financièrement les rêves de gloire de Léa. C'était un homme sage. Lucien me rejoignait secrètement à la bibliothèque ou au parc, apportant des sandwichs et m'écoutant vraiment quand je parlais de l'école, de mon petit boulot au magasin de bricolage ou de mes projets d'université. C'est lui qui a fêté mon admission en licence de gestion avec une bourse partielle. Il a même ouvert un petit compte d'épargne pour moi sans le dire à personne, y déposant de l'argent dès qu'il le pouvait. Ce qui a rendu cette nuit d'anniversaire encore pire, c'est ce que j'avais surpris 3 heures plus tôt. J'étais rentré tôt du travail et j'avais entendu Léa au téléphone dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte et sa voix avait cette douceur feinte qu'elle utilisait pour mentir à ses amis.
Oui, j'ai déjà dit à maman que j'avais besoin d'une attention particulière en ce moment, disait Léa en ricanant. Je veux dire, l'anniversaire de Bastien est demain, mais on s'en fiche, non? Je leur ai dit que je me sentais vraiment déprimé et ignoré, et maman a tout gobé. Elle va lui dire ce soir qu'on ne fête rien parce que j'ai besoin du soutien de la famille. Je suis resté pétrifié dans le couloir alors qu'elle continuait. Le plus drôle, c'est que personne ne sait que j'ai été renvoyé de mon école de commerce il y a 3 semaines. La lettre de radiation va arriver d'un jour à l'autre, mais d'ici là, je les aurai convaincus que j'ai arrêté parce que j'étais trop stressé par le fait que la famille se concentre sur Bastien au lieu de moi. Tu imagines qu'il vit encore ici à 23 ans? Quel raté! Elle a ri, ce petit son cruel que j'avais entendu 1000 fois. J'ai déjà convaincu maman que nous devons passer l'anniversaire de Bastien à parler de mes sentiments et de mon avenir. Quand la lettre arrivera, ils seront tellement inquiets pour ma santé mentale qu'ils ne se soucieront même pas des 40 000 € qu'ils ont gaspillés pour mes frais de scolarité. 40 000 €. Ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes études parce que l'argent manquait, mais ils avaient dépensé une fortune pour l'éducation de Léa qu'elle venait de jeter à la poubelle. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là, quelque chose qui se fissurait depuis des années et qui volait enfin en éclats. Alors, quand je suis entré 3 heures plus tard avec ce gâteau pathétique et que je les ai vus tous assis là, prêts à annuler mon anniversaire pour la crise fabriquée de Léa, je savais exactement ce qui se passait. Léa avait orchestré tout cela pour détourner l'attention de son échec scolaire. Elle utilisait mon anniversaire comme une diversion, se transformant en victime avant que la vérité n'éclate. Ma mère s'est penchée en avant, les mains jointes de cette façon pratiquée qu'elle avait pour délivrer ce qu'elle pensait être de la sagesse maternelle. Bastien, tu dois comprendre que Léa traverse une période très difficile. Elle a l'impression que la famille ne l'apprécie pas assez, et nous devons lui montrer quelle est notre priorité. Ton anniversaire revient chaque année, mais l'équilibre émotionnel de ta sœur est fragile. Nous devons nous serrer les coudes. Cela signifie pas de fête, pas de gâteau, pas de cadeau. Nous allons passer la soirée à parler des sentiments de Léa et de la façon dont nous pouvons mieux soutenir ses rêves. J'ai regardé mon père, espérant un signe de résistance, une lueur de conscience montrant que c'était mal, mais Gérard regardait ses mains, vaincu comme toujours. Il avait abandonné le combat depuis des années, choisissant la survie plutôt que la confrontation. Léa a finalement pris la parole, la voix tremblante d'une émotion feinte. Je suis désolé. Bastien. Je sais que c'est dur pour toi, mais je me sens si invisible parfois. Comme si personne ne voyait à quel point je lutte. J'ai besoin de savoir que cette famille tient à moi, que je ne suis pas juste oublié. Oublié. Elle a osé dire ce mot. La fille dont le visage couvrait chaque mur, dont les trophées remplissaient chaque étagère, dont les besoins déterminaient chaque décision familiale. Elle se sentait oubliée. Pendant ce temps, je dormais dans la même petite chambre depuis mes 5 ans parce que Léa avait besoin de la plus grande pièce pour ses costumes. Je portais les mêmes jeans depuis 2 ans parce que Léa avait besoin de nouvelles tenues pour ses photos Instagram. J'avais été oublié si profondément que la plupart des membres de la famille élargie ne se souvenaient même pas de ce que j'étudiais. C'est là que j'ai pris ma décision. Pas d'annonce, pas de confrontation dramatique, pas de supplication. J'ai simplement posé ce triste petit gâteau sur la table basse, je les ai regardés. Chacun une dernière fois, et je suis allé dans ma chambre. Ils pensaient probablement que j'allais bouder comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de disparaître de leur vie. Pour de bon. J'ai bougé avec l'efficacité de quelqu'un qui avait planifié cette évasion inconsciemment depuis des années. Chaque tiroir a été vidé. Chaque document important rassemblé.
Chaque vêtement auquel je tenais a été plié dans 2 grands sacs de sport et un sac à dos. La pièce paraissait étrange alors que j'emballais, comme si elle révélait enfin ce qu'elle avait toujours été, une escale temporaire plutôt qu'un foyer. Toute ma vie tenait dans 3 sacs. C'est à cela que se résumaient 23 ans dans cette maison. 3 sacs et une lettre d'acceptation en master. J'ai entendu des pas dans le couloir vers minuit. Mon père a frappé doucement à ma porte. « Bastien, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, paraissant plus vieux que ses 48 ans, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait repris ses esprits, qu'il allait enfin me défendre. Au lieu de cela, il a sorti son portefeuille et m'a tendu 5 billets de 100 € froissés. « C'est tout ce que j'ai pour le moment, » a-t-il dit doucement. Je sais que les choses ne sont pas justes. Je sais que nous avons échoué avec toi, mais je ne sais plus comment réparer cela. Ta mère, ta sœur. Je n'ai plus la force de me battre. J'ai pris l'argent, non pas parce que je pensais que cela effaçait tout, mais parce que je savais que j'en aurais besoin. 500 €, c'était plus qu'il ne m'avait jamais donné pour quoi que ce soit. Le fait que cela vienne avec une excuse pour toute mon enfance rendait les choses presque pires. Merci, ai-je dit froidement. Où vas-tu aller? Est-ce que ça compte vraiment? Il a eu l'air d'avoir reçu une gifle, mais il n'a pas discuté, il a juste hoché la tête et s'est éloigné, les épaules encore plus basses qu'avant. Je suis parti à 2h du matin pendant que tout le monde dormait. J'ai jeté mes sacs dans ma vieille Peugeot qui affichait 300 000 km au compteur, et j'ai conduit jusqu'au seul endroit où je savais que je serais le bienvenu, la petite maison de grand-père Lucien. Lucien a ouvert la porte dans son peignoir, a jeté un regard sur mes sacs et mon visage, et s'est simplement écarté pour me laisser entrer sans poser de questions. C'est ça, Lucien. Il n'avait pas besoin d'explications, il comprenait instantanément. L'anniversaire s'est bien passé. J'imagine? A-t-il dit d'un ton sec en allant à la cuisine pour préparer un chocolat chaud. Je lui ai tout raconté, la conversation surprise, la fête annulée, les 500 € de papa. Lucien a écouté sans m'interrompre, ses mains ridées serrées autour de sa tasse, la mâchoire serrée comme s'il se retenait physiquement de dire ce qu'il pensait vraiment. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire, a-t-il fini par dire. La chambre d'amis est à toi. Pas de loyer. Pas de conditions. Promets-moi juste de finir tes études et de réussir ta vie. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre. J'ai promis. Cette chambre d'amis est devenue mon tremplin. Je travaillais à plein temps au magasin de bricolage. J'allais en cours, et je passais chaque moment libre à apprendre l'investissement immobilier. Lucien, s'est-il avéré, s'était essayé à la rénovation de biens des décennies plus tôt. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Sur la recherche de propriétés sous-évaluées, la rénovation à petit budget et la maximisation des revenus locatifs. Le fonds d'études qu'il avait secrètement constitué pour moi s'élevait à 8 000 €, assez pour couvrir mes frais si je restais local et continuais à travailler. J'ai terminé mon diplôme en 3 ans au lieu de 4 ans prenant des cours d'été et en chargeant mes semestres au maximum. Pendant ce temps, ma famille s'effondrait sans moi pour servir de bouc émissaire. La lettre de renvoi de l'école de Léa est arrivée 2 semaines après mon départ. Ma mère m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux passant de la colère au désespoir, puis à la culpabilité. Bastien, ta sœur a besoin de toi. C'est une crise familiale. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? Nous devons faire front unis. Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé chaque message sans les écouter.
Entièrement. Par Lucien, qui gardait un contact minimal avec mon père, j'ai appris ce qui se passait. La facture des frais de scolarité était due et la défense de Léa sur sa santé mentale n'a pas tenu quand l'administration a expliqué qu'elle avait échoué à cause d'un manque total d'assiduité. Ma mère était furieuse, mon père résigné. Léa jouait la victime plus que jamais, prétendant que son échec était dû au manque de soutien de la famille pour ses besoins émotionnels. Sans moi pour servir de tampon, pour être celui qui était responsable et qui faisait paraître le dysfonctionnement des autres moins grave. Par comparaison, il devait enfin se regarder en face. Apparemment, il n'aimait pas ce qu'il voyait. J'ai obtenu mon diplôme à 24 ans. Avec exactement 0 membre de ma famille présent. Lucien est venu, apportant un petit gâteau et une carte avec un chèque de 1000 €. Du capital d'investissement, l'a-t-il appelé. Va faire ta première affaire. Cet été-là, j'ai trouvé une maison en saisie judiciaire. Une maison de 3 chambres dans un quartier décent qui était vide depuis 8 mois. L'herbe montait jusqu'à la taille, la peinture s'écaillait et l'intérieur semblait avoir été abandonné en pleine rénovation par quelqu'un qui avait manqué d'argent et d'espoir. Parfait. La banque la mettait en vente à 52 000 €, mais je voyais qu'ils étaient désespérés. Les maisons dans cet état faisaient peur aux acheteurs qui voulaient du prêt à accent grave vivre. J'ai passé une semaine à étudier les ventes comparables, à calculer les coûts de réparation et à bâtir un budget de rénovation détaillée. J'ai proposé 47 000 €, m'attendant à une contre-offre. Ils ont accepté 45 000 en 24 heures. J'ai utilisé l'investissement de 1000 € de Lucien plus chaque centime économisé. En 3 ans de travail au magasin de bricolage comme apport. J'ai obtenu un petit prêt pour le reste avec la propriété elle-même en garantie. Le banquier avait l'air sceptique quand je suis arrivé avec mes plans de rénovation et mes feuilles de calcul, mais les chiffres étaient solides. Il a approuvé. Les 6 mois suivants ont été brutaux. Je travaillais à mon job normal la journée, puis j'allais à la maison et travaillais jusqu'à minuit ou plus. J'ai arraché la moquette dégoûtante pour trouver un beau parquet en chêne en dessous qui n'avait besoin que d'un ponçage. J'ai rebouché et peint chaque surface. J'ai remplacé les vieux luminaires par des modèles modernes du magasin où j'avais toujours ma réduction d'employés. J'ai refait le jardin moi-même, passant mes week-ends à arracher les mauvaises herbes et à planter des arbustes. J'ai appris la plomberie en regardant des vidéos et en demandant des conseils aux artisans que j'avais rencontrés au travail. J'ai compris l'électricité de base de la même manière. J'ai fait des erreurs, beaucoup, mais j'ai appris de chacune d'elles. Le premier robinet que j'ai installé a fui pendant 3 jours avant que je comprenne que j'avais oublié un joint. Le premier interrupteur était monté à l'envers. Mais à la fin, je pouvais gérer la plupart des réparations domestiques. J'ai aussi appris tout sur les permis, les inspections et les 1000 détails qui séparent les amateurs des professionnels. J'ai découvert que la ville exigeait des normes spécifiques pour la sécurité incendie dans les locations. Chaque règlement me semblait être un obstacle, mais je les traitais comme des leçons pour bien faire les choses. Quand j'ai fini, l'endroit était transformé. Peinture fraîche, sol magnifique, jardin impeccable. Je l'ai fait. Expertisé et la valeur était montée à 89 000 €. J'avais créé 44 000 € de valeur par la sueur de mon front et environ 15 000 € de matériaux. Je l'ai mise en location et j'ai reçu 14 candidatures la première semaine. J'ai choisi un jeune couple d'enseignants avec des revenus stables. Le loyer couvrait mon prêt, les taxes, l'assurance et l'entretien, avec un surplus de 200 € par mois. Cet argent est allé directement dans l'épargne pour la prochaine propriété. Plus important encore, j'avais prouvé que je pouvais le faire. Cette première maison n'était pas qu'une question d'argent,
c'était la preuve que je pouvais prendre quelque chose de brisé et lui donner de la valeur. La deuxième propriété est venue 8 mois plus tard, un duplex. Même processus, recherche, calcul, rénovation, location. 7 fois, le travail allait plus vite car je savais ce que je faisais. À la fin, je pouvais carreler une salle de bain ou poser des cloisons mieux que certains entrepreneurs. La troisième était une petite maison individuelle. À 26 ans, je possédais 3 biens. À 28 ans, j'en avais 7 à 30 ans. Je dirigeais une petite société d'investissement immobilier avec 15 propriétés générant un revenu mensuel constant. J'avais construit quelque chose de réel à partir de rien en utilisant cette même opiniâtreté que ma famille détestait chez moi. Durant ces années, ma famille a fait des tentatives sporadiques pour me contacter. Ma mère m'appelait pour les fêtes, laissant des messages sur la guérison des blessures familiales et le pardon. Léa m'a trouvé sur les réseaux sociaux, m'envoyant des messages sur la façon dont elle avait grandi et combien elle était désolée. J'ai tout ignoré, non pas par méchanceté, mais parce que je n'avais vraiment rien à leur dire. Ils appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. S'engager avec eux me semblait aussi étrange que de parler à des inconnus des problèmes de quelqu'un d'autre. Puis Lucien est tombé malade. Un cancer au stade 3. Il avait 72 ans et était têtu comme une mule, insistant sur un traitement minimal pour mourir selon ses propres termes plutôt que de dépérir à l'hôpital. Je suis retourné vivre chez lui pour m'occuper de lui pendant ces derniers mois. C'est là que ma famille a tenté sa chance. Ma mère s'est présentée chez Lucien un après-midi pendant que j'étais au travail. Elle avait appris par un cousin éloigné que Lucien était mourant et s'était dit que c'était sa chance de renouer le contact pendant que j'étais vulnérable. Lucien, que Dieu le bénisse, l'a reçu à la porte et ne l'a pas laissé entrer. Béatrice, a-t-il dit froidement, tu as du culot de te montrer ici après ce que tu as fait à ce garçon. Je suis sa mère, a-t-elle répondu en essayant de paraître blessée, j'ai le droit de voir mon fils. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi les fantasmes de ta fille plutôt que la réalité de ton fils. Bastien ne veut pas te voir. Maintenant, pars de chez moi. Avant que j'appelle la police. Elle est partie, mais non sans avoir laissé une lettre. Lucien me l'a donnée le soir même. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation. 3 pages expliquant comment elle avait toujours aimé ses 2 enfants de la même manière, comment elle avait fait de son mieux dans des circonstances difficiles, et comment Léa avait vraiment changé et travaillé dur pour devenir indépendante. Pas de vraies excuses, juste des justifications. Enveloppées dans un langage de victime. Le coup de grâce était le dernier paragraphe, nous avons des difficultés financières en ce moment. Les heures supplémentaires de ton père ont été coupées et Léa a du mal à trouver un emploi stable. Nous aurions vraiment besoin de ton aide. Je sais que tu as réussi dans l'immobilier, peut-être pourrais-tu nous conseiller ou nous aider avec un prêt. La famille s'entraide, Bastien, c'est ce que nous faisons. C'était là la vraie raison de ce soudain intérêt pour la réconciliation, ils avaient besoin d'argent. J'ai montré la lettre à Lucien. Il l'a lue, puis me l'a rendue avec un signe de tête dégoûté. Ils n'ont pas changé du tout, a-t-il dit. Ils utilisent toujours les gens, refusent de prendre leurs responsabilités et attendent que tu règles leurs problèmes. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je répondu, absolument rien. Lucien a souri. C'est mon garçon. Il est décédé 3 semaines plus tard, paisiblement dans son sommeil. Il m'a tout laissé, la maison, ses économies, sa vieille camionnette. Le testament incluait une note. Bastien, tu étais le petit-fils que j'étais fier de revendiquer et le fils que
Mon propre fils n'a jamais appris à être. Utilise ces bases pour construire quelque chose de beau. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. Les funérailles ont été intimes. Moi, quelques vieux amis de Lucien. Gérard, Béatrice et Léa ne sont pas venus, ils n'étaient pas invités. Mon père avait l'air terrible, plus vieux que jamais, les yeux creusés. Il m'a approché après la cérémonie. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. Pour avoir été trop faible face à ta mère, pour avoir laissé Léa nous manipuler, pour n'avoir pas été le père que tu méritais. Je l'ai observé un long moment. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là, juste une sorte de pitié détachée pour cet homme qui avait gâché des années de sa vie à encourager le dysfonctionnement. On ne peut pas réparer le passé, Gérard, lui ai-je dit, mais tu peux arrêter de le répéter dans le futur. Je divorce, a-t-il dit soudainement. J'ai déposé les papiers la semaine dernière. J'aurais dû le faire il y a des années, mais je pensais que les choses s'amélioreraient. Elles n'ont jamais empiré. C'est bien, ai-je répondu. Peut-être que maintenant tu pourras découvrir qui tu es vraiment au lieu d'être qui Béatrice voulait que tu sois. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous avons juste hoché la tête comme des relations d'affaires et sommes partis. Chacun de notre côté. Mais quelque chose avait changé, mon père faisait enfin un choix au lieu de subir. Hérité de la maison de Lucien m'a donné le capital nécessaire pour agrandir l'entreprise. Je l'ai vendu et j'ai utilisé les fonds pour acheter un petit immeuble d'appartements de 8 unités. J'ai passé un an à le rénover, puis je l'ai rempli de locataires de qualité. L'entreprise a grandi. À 32 ans, je gérais 43 propriétés. À 35 ans, je m'étais étendu à l'immobilier commercial. La clé était de traiter les locataires comme des êtres humains. Je répondais aux demandes d'entretien sous 24 heures et je gardais les lieux en excellent état. Ma réputation de propriétaire sérieux s'est propagée et mon taux de vacances était quasi nul. J'ai aussi commencé à conseiller d'autres jeunes investisseurs qui me rappelaient qui j'étais à 24 ans, affamé, déterminé, mais sans réseau. C'est ainsi que j'ai rencontré Camille. Elle était avocate spécialisée en immobilier et s'occupait de la clôture d'un de mes achats commerciaux. Camille est entrée à notre première réunion dans un tailleur impeccable avec une mallette qui semblait peser plus lourd qu'elle. Elle était directe, efficace et n'avait aucune patience pour les bêtises. En 5 minutes, elle avait identifié 3 problèmes potentiels que l'avocat précédent avait manqués. Vous avez vraiment lu tout le contrat, ai-je dit, impressionné. La plupart des avocats survolent les clauses standards. C'est littéralement mon travail, a-t-elle répondu sans lever les yeux de ses notes. Nous avons fini par prendre un café après la signature. Nous avons discuté pendant 2 heures. Elle avait grandi dans un milieu modeste, avait payé ses études de droit en cumulant 3 jobs et détestait les excuses. Ma mère disait toujours que je devrais trouver un homme riche pour s'occuper de moi, m'a confié Camille lors d'un de nos premiers rendez-vous. Elle le disait comme un conseil, je l'ai pris comme un avertissement sur ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons cliqué immédiatement. 2 personnes qui s'étaient construites à partir de rien et qui comprenaient que le succès n'était pas de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de bâtir quelque chose de solide. Elle comprenait aussi le dysfonctionnement familial. Son père était un addict qui avait vidé les comptes de la famille avant de disparaître. Camille avait appris tôt, comme moi, que parfois les gens censés vous aimer sont ceux qui vous tirent vers le bas. Tu sais ce que j'aime dans l'immobilier ? Disait-elle un soir. Les bâtiments ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Soit les fondations sont solides, soit elles ne le sont pas. Tout est mesurable et réparable. J'aimerais que les gens fonctionnent de la même manière. Je l'ai demandé en mariage 1 an plus tard, sans chichi, juste nous 2 dans la première maison que j'avais rénovée.
Je lui ai dit qu'elle m'avait aidé à faire la même chose avec ma vie. Prendre quelqu'un de brisé et l'aider à devenir entier. Elle a dit oui avant. Même que je finisse ma phrase. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie de 50 personnes. Pas de drame familial, juste nous. 2. Mon père est venu, ce qui m'a surpris. Il était officiellement divorcé de Béatrice et fréquentait une femme nommée Claire qui le traitait comme son égale. Il avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vu depuis des décennies. Je suis fier de toi, m'a-t-il dit à la réception, Lucien le serait aussi. Merci. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, a-t-il continué, mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Je le vois, ai-je répondu, et je le pensais. Vraiment. Vers cette époque, j'ai reçu un message inattendu de Léa sur les réseaux sociaux. Contrairement aux tentatives précédentes, celle-ci était différente, pas d'excuses bidons, juste un message direct. Bastien, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais que tu saches que je travaille sur moi-même. J'ai un job dans un restaurant depuis 2 ans, j'ai commencé comme hôtesse et je suis passé responsable de salle. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est un travail honnête et j'en suis fier. Je suis désolé pour tout. Tu n'as pas à me pardonner, j'avais juste besoin que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu savais depuis toujours, la vraie valeur vient de ce que l'on construit. Pas de ce que l'on nous donne. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai montré à Camille. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé. Je pense que les gens peuvent changer, ai-je dit, mais seul le temps dira si c'est réel ou juste une autre performance. 6 mois plus tard, Léa a envoyé des photos d'elle au travail, de son petit appartement qu'elle payait seule et d'un modeste compte d'épargne. Pas de demande, juste des preuves d'une vie qu'elle bâtissait. J'ai répondu par une seule ligne, fier que tu fasses les efforts nécessaires. Sa réponse est arrivée. Quelques heures plus tard, merci, ça compte plus que tu ne le penses. Nous ne sommes pas devenus proches, nous n'avons pas eu de retrouvailles larmoyantes. Mais nous avons établi un respect distant. Quant à ma mère, j'ai appris par la famille qu'elle vivait dans un petit appartement après le divorce, travaillant comme réceptionniste, racontant encore à qui voulait l'entendre à quel point ses enfants étaient ingrats de l'avoir abandonnée. L'ironie était que Léa avait commencé par le même genre de travail, mais Léa l'avait utilisé comme base pour grandir, tandis que Béatrice l'utilisait comme preuve de son statut de victime. L'année dernière, j'ai décidé d'honorer la mémoire de Lucien en ouvrant un centre communautaire dans son ancien quartier. C'était un ancien entrepôt vide. Je l'ai acheté et j'ai investi massivement dans les rénovations. Nous avons créé un laboratoire informatique, des salles de tutorat pour les enfants et une grande salle polyvalente pour la formation professionnelle. Nous avons aussi ajouté une cuisine solidaire où les gens peuvent avoir des repas abordables. Charger 1 euro pour une assiette permet aux gens de garder leur dignité tout en recevant de l'aide, c'était l'idée de Camille. J'ai nommé le centre la Fondation Lucien. Lors de l'inauguration, plus de 200 personnes étaient là. Mon père était présent avec Claire. Léa est venue avec son petit ami et leur jeune fils, Théo, qu'elle avait nommé ainsi en hommage au 2e prénom de Lucien. Je me suis tenu devant l'assemblée et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais construit cela. Pas seulement le bâtiment, mais une vie entourée de gens qui choisissaient d'être là. Dans mon discours, j'ai parlé de Lucien et de ce qu'il m'avait appris sur la résilience. Lucien m'a dit un jour que la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, ai-je dit, c'est de se prouver à soi-même que l'on a raison. Quand les gens essaient de vous rendre petit, ne rétrécissez pas pour répondre à leurs attentes, grandissez jusqu'à les dépasser complètement. J'ai regardé mon père qui avait les larmes aux yeux. Léa qui serrait Théo contre elle, et Camille qui comprenait mieux que quiconque ce qu'il en coûtait de construire à partir de débris. La vraie leçon que Béatrice m'a donnée sans le vouloir, c'est de me montrer exactement ce que je
ne voulait pas être. En me refusant mon anniversaire, elle m'a appris à me célébrer chaque jour. En me disant que je n'étais rien, elle m'a motivé à devenir quelqu'un. Les applaudissements ont rempli la salle. Mon père s'est levé, ce qu'il n'aurait jamais fait autrefois. C'est mon fils, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est mon garçon dans tout ce qui compte. La fête a continué tard. Léa est partie tôt pour coucher Théo, mais pas avant de m'avoir serré dans ses bras, un vrai câlin sans arrière-pensée. Merci, a-t-elle chuchoté, de m'avoir montré qu'il était possible de changer. Tu l'as fait. Toi-même, lui ai-je répondu. Alors que Camille et moi fermions le centre 7. Nuit-là, elle a pris ma main et a dit, tu sais ce qu'est la meilleure vengeance. Au fond, ce n'est pas le succès, ni l'argent, ni même le bonheur. C'est l'indifférence. Béatrice est quelque part, encore amère, mais tu as tellement avancé qu'elle n'est même plus une note de bas de page dans ton histoire. Elle avait raison. Je ne pensais presque plus à elle. Son emprise s'était dissoute, remplacée par la fondation solide de mes relations actuelles. En y repensant, être banni de mon propre anniversaire a été le plus beau cadeau que ma famille toxique m'ait jamais fait. Cela m'a forcé à arrêter d'attendre qu'il célèbre mon existence pour commencer à la célébrer moi-même. J'ai 37 ans. Aujourd'hui, Camille et moi avons 2 enfants qui grandissent dans une maison où les anniversaires sont fêtés, où les réussites sont reconnues et où l'amour n'est pas conditionnel. Léa amène Théo pour les déjeuners du dimanche et mon père est un grand-père actif, celui qu'il n'a jamais pu être auparavant. Il s'excuse encore parfois pour les années perdues, mais je lui dis la même chose à chaque fois, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous choisissons notre avenir.